Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mes craquages du mois d'avril et de mai. Vous allez voir dans le lot, il y a du manga, de la BD, des livres, des Funko Pop et une figurine. Je vais vous présenter tout ça dès maintenant. Mais avant de se lancer dans la présentation, comme d'habitude, si vous découvrez ma chaîne et que vous êtes fan de ce qui est figurine pop, manga, livres et séries, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et puis si vous voulez être informé des prochaines sorties de vidéos, vous cliquez sur la petite cloche, toutes les notifications, comme ça vous serez informé dès que je vous sors une vidéo. Allez, on perd pas plus de temps, on va se lancer en mode chill tranquille sur la présentation de mes craquages du mois d'avril et de mai. Et on va démarrer avec tout ce qui est Funko Pop et figurines, et je vais vous présenter une figurine que j'ai reçue en cadeau d'anniversaire de la part de mon père, que je trouve très jolie, j'aime beaucoup, c'est un univers que j'apprécie tout particulièrement. Ce n'est autre que Natsu de Fairy Tail. Donc voilà pour la figurine. Hop, on reconnaît bien le personnage, je vous la montre juste d'un petit peu plus près pour les détails. Donc c'est Natsu en train de lancer un pouvoir avec son écharpe, etc. Donc voilà, c'est du Fairy Tail. Le socle est a été un peu abîmé durant le voyage, mais bon, c'est pas grave, ça reste un socle. Voilà, une petite figurine toute simple, ça va s'ajouter à la collection et au reste. Bon puisqu'on était dans les figurines et qu'on est dans du Fairy Tail, bien sûr mes craquages du mois d'avril et mai sont aussi beaucoup de Fairy Tail et je vais vous les présenter tout de suite, c'est la dernière vague de pop qui sont sorties. On va commencer avec Luxus Dryer, qu'il y a juste ici, donc je le déboxe et je vous montre tout de suite. Et voici Luxus Dryer, donc avec son blouson sur ses épaules, en train d'invoquer un sort d'électricité. La pop est juste sublime. On reste du côté des garçons et cette fois-ci on va passer sur Jelal Fernandez. Donc ça c'est un personnage qui fait pas partie de la guilde de Fairy Tail mais qui est bien connu de l'univers. Pour la boxe, hein, on est sur du simple. Allez, je vous la déboxe tout de suite. Et voilà donc pour Jelal. Elle est assez simple mais vraiment bien détaillée. Les pop, plus ça va, plus les détails, c'est vraiment cool, je trouve. Donc là c'est son logo de sa propre guilde, Grimoire Art, qu'il a donc créé avec d'autres personnes. Bien sûr dans Fairy Tail, qui dit Jelal dit Erza. Donc Erza c'est une nouvelle pop, ils en avaient déjà sorti une et donc là c'est une seconde. Je vous la déboxe tout de suite. Et voilà la petite Erza, donc malgré qu'elle ait les pieds bien à plat, ils lui ont mis un socle parce qu'elle a tellement de longs cheveux que sa tête est souvent trop lourde. Donc là elle est dans une tenue un peu spéciale mais j'aime beaucoup. Samouraï avec ses deux sabres et puis sa mèche. Très joli petit personnage. Puisqu'on est dans les personnages féminins, on va passer sur une de ses concurrentes, on va dire, quand elle était beaucoup plus jeune. C'est notre autre que Mira Jane. Donc voici la pop. Là, c'est quand elle est en service. J'espère un jour qu'ils nous feront une pop de Mira Jane quand elle utilise ses pouvoirs en mode démon. Ça serait vraiment trop classe. Allez, je vous la déboxe et je vous montre ça tout de suite. Et voilà pour la petite Mira Jane, comme je vous l'ai dit, elle est assez simple, mais les détails sont tous là, c'est cool avec ses chopes, elle est juste mignonne et sublime. Elle a beaucoup changé entre son adolescence et à l'âge adulte, on la découvre, mais elle est super cool la pop. Et on pouvait pas terminer la présentation des pop de Fairy Tail sans parler de la toute première fondatrice de la guilde, Mavis Vermillon, donc je vous la déboxe tout de suite, c'est parti! Et voici pour Mavis Vermillon, donc la première chef de guilde Fairy Tail. Hop, elle est vraiment très très belle, on dirait qu'elle est en train de voler. Elle est vraiment sublime. Tous les détails sont là, ils sont assez cool, mais voilà. Ça c'était la dernière vague de pop, donc Fairy Tail. Normalement ils doivent sortir une figurine aussi de Grey en édition spéciale. J'ai hâte qu'elle sorte, elle est assez sympa. C'est quand il est avec tout le bras, avec le tatouage noir, elle est vraiment très très jolie. Je vous montre la dernière figurine que j'ai achetée. Alors c'est pas pour moi parce que je collectionne pas du tout cette série là, c'est pour un ami qui la recherchait. Comme je prends souvent mes pop à la Fnac et que c'est de acheter la troisième offerte, j'en ai profité pour lui prendre parce que c'est une version de chaise. Et ce n'est autre que Ambu Itachi, donc une édition spéciale, et celle-ci est donc en version chaise puisqu'il a le masque sur le visage plutôt que sur le côté. Donc hop, je vous la déboxe tout de suite pour vous la remontrer de près. Donc de près, elle ressemble à ceci.
Donc le personnage est à genoux, mais il a quand même un socle au cas où, je pense, parce que la tête avec les cheveux sont assez lourdes. Mais voilà, avec son petit masque sur le visage, elle est assez cool. Donc si la personne passe par là, elle se reconnaîtra, hein. Elle est à la maison, elle t'attend, il n'y a pas de souci. Quand on se voit, je te la donnerai avec grand plaisir. On en a terminé avec les figurines, et donc avant de nous lancer dans tout ce qui est bouquins et BD, on va commencer par l'univers manga, puisque c'était des figurines tirées de manga. Donc tout d'abord j'ai profité d'une offre qu'il y avait, donc si vous achetez un tome de Jujutsu Kaisen et de My Hero Academia en même temps, vous aviez le droit à cette petite box là, et à l'intérieur de cette box vous avez donc des badges, 6 de l'univers Jujutsu Kaisen et 6 de l'univers My Hero Academia. Donc je ne connais pas l'univers Jujutsu Kaisen, donc ça n'a très peu d'importance à mes yeux, mais pour les My Hero Academia, il fallait absolument que je les prenne. Voilà, je suis très fan de l'univers et la box est très jolie, et puis quand c'est offert, autant en profiter. Pour ma part, j'ai pas gardé le tome de Jujutsu Kaisen, je l'ai offert, mais pour ce qui est donc du My Hero Academia, j'ai pris la version collector donc du tome 32. Alors d'habitude il y a un Smash ou un autre petit manga avec, là cette fois-ci vous avez bien sûr le tome 32 de My Hero Academia, un extrait de My Hero Rising, hein. Et enfin un petit carnet de notes avec des spirales, donc à l'intérieur, hop, c'est juste comme ça, hein, mais voilà, c'était en plus, en bonus. C'est pas un coffret collector que j'affectionne particulièrement, mais bon, c'est toujours assez cool, voilà, donc j'en ai profité. Et puisqu'on est dans les mangas, on va terminer avec 2 mangas que j'ai lus, que je vous ai présentés et que j'ai adoré. C'est bien sûr les 2 mangas tirés de l'univers Star Wars. Donc ceux-là sont sortis pour la journée du 4 mai, puisque c'est une journée un peu spéciale pour les fans de Star Wars. C'est une série, je crois, en 3 tomes, peut-être 4 tomes l'un et 3 tomes l'autre, mais enfin c'est une toute petite série qui se lit très vite. Celle-ci se passe bien avant les aventures de Skywalker, puisque c'est dans la version Haute République. Peut-être qu'on découvrira dans les prochains films et séries, à voir. L'histoire est assez sympathique, on suit une Jedi qui a donc 3 Padawan sous son aile, qui les éduque, et etc. au sein d'un temple qui vient tout juste d'être construit pour aider donc des gens à s'installer sur une nouvelle planète. Et là, cette fois-ci, on est bien dans la série Skywalker, puisqu'on voit Dark Vador en fond, où on va suivre donc un jeune homme de la rébellion et une jeune femme de l'Empire qui ont grandi ensemble, qui se sont bien connus et qui vont se redécouvrir des années plus tard. Mais leur divergence d'opinion et autres a bien changé au vu de chacun leur poste qu'ils tiennent au sein de la galaxie. On en a terminé avec les mangas, on va faire un tour du côté de la BD que j'ai reçue. Alors la BD que j'ai reçue, c'est une campagne Ulule que j'ai participé il y a très longtemps, il y a au moins 2-3 ans. La BD a mis beaucoup de temps à se faire, mais bon c'est pas grave, je l'attendais pas particulièrement très rapidement, c'était plus pour soutenir donc le youtubeur qui l'a créé. Qui s'appelle donc Parole de chat. J'aime beaucoup ces petites vidéos où en général il reprend des animaux puis il fait parler dessus et autres. Et donc la BD Parole de chat est sortie, c'est un premier tome où on va suivre donc ce jeune homme qui vient d'hériter d'un manoir à la mort de son grand-père. Dans ce manoir il y a beaucoup de chats et en plus ils ont la capacité de pouvoir communiquer avec les humains grâce à une technologie qu'a créé son grand-père qui était un très grand magicien. On a une intrigue autour de la possession du manoir et puis de cette technologie qui permet de faire parler les chats qui est assez sympathique. Tous les chats ont chacun leur caractère et notre jeune homme va devoir s'en sortir en plus de son boulot et puis de cette nouvelle acquisition dans son quotidien. Il y avait des petits bonus avec la BD, donc hop, Parole de chat, une petite carte postale, un dessin donc de la machine qui permet de faire parler les chats, un toy pet si je me trompe pas en carton à faire, donc c'est Plume, à savoir que Plume c'est son chat en particulier. Alors attendez, je vérifie s'il n'y a rien d'autre qui peut tomber. Non. Et pour la BD, donc je vous la présente rapidement. Donc tout d'abord elle est comme ça visuellement, elle est vraiment juste sublime. Comme je vous ai dit, c'est un tome 1. D'autres tomes doivent sortir dans l'avenir, à voir le temps que ça prendra. Hein. C'était leur premier essai, ça a été un peu long, mais la BD est très complète et très intéressante. Et pour le design de la BD, donc je vous montre rapidement. Voilà.
Ça c'est le design avec l'humour de Parole de chat. Au passage, si vous découvrez, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est assez cool. C'est très marrant, c'est des petits sketchs où il fait parler des animaux. Et à la fin de la BD, vous avez bien sûr un petit panel. Attendez, je ne vais surtout pas vous révéler. Hop, l'intrigue de fin, mais voilà, un petit panel sur tout ce qui a été la création des personnages, des chats, de l'histoire, de la machine qui permet de construire, des chara-design qui ont changé au fur et à mesure. Bref, une petite BD pour le moment que vous ne pouvez pas retrouver dans le commerce, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Et si vous êtes pas mal motivé par de l'humour un petit peu cocasse, on va dire, c'est sympa, c'est marrant, c'est vraiment la vision des chats par rapport à l'être humain et de l'intrigue autour du pouvoir et de la mise en place de recherche et autres. C'est assez sympathique, l'histoire est simple mais ça fonctionne bien et puis l'intrigue nous fait une très bonne surprise sur la fin. Donc n'hésitez pas à découvrir Parole de chat tome 1 Le Manoir dès qu'il sera en vente dans le commerce. On en a terminé avec tout ce qui est BD manga et on va faire un tour du côté des romans où là je me suis pas mal lâchée. Comme j'étais en vacances, je me suis dit que je vais en profiter pour lire. J'ai pas lu autant que je voulais mais bon, j'ai quand même pas mal avancé, c'est assez cool. On va commencer par des romans jeunesse tirés d'univers qu'on connaît en général. Le premier tome que j'ai pris c'est donc Shuri de Nick Stone aux éditions Lumen. On va suivre donc l'histoire de la petite sœur de Black Panther qui va vivre sa propre aventure. Je vous en avais déjà présenté un dans l'univers Marvel qui n'était autre que Loki. Donc j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur la petite sœur de Black Panther. Le prochain roman que j'ai pris est tiré de l'univers Assassin's Creed, il s'appelle Fragment, il est écrit par Alain T. Puységur aux éditions donc 400K et Ubisoft, où cette fois-ci on va suivre l'histoire de deux jumeaux écossais qui se retrouvent piégés et qui doivent retrouver donc la guilde d'assassins d'Écosse. J'ai pas encore lu le roman, j'ai hâte de le découvrir, voir comment ça se passe pour les histoires tirées donc du jeu vidéo. Des fois c'est bien ficelé mais des fois c'est vrai que ça manque un peu de profondeur, donc hâte de découvrir cette histoire-là. Cette fois-ci, on passe sur un jeunesse que je vous ai déjà présenté et que j'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite, il y a de très bonnes choses dedans. C'est donc Skandar et le vol de la licorne de A.F. Steinman aux éditions Hachette et Rose, où cette fois-ci on va suivre donc Skandar qui est ce jeune homme qui est une personne lambda de 13-14 ans, je crois, 12-13 ans, un truc comme ça, qui se voit sélectionné pour aller sur une île et pouvoir tenter sa chance pour faire éclore une licorne. Et au moment donc de l'éclosion, sa licorne est très spécifique, c'est une licorne qui ne doit pas exister réellement. Il va donc devoir la cacher et se protéger pour ne pas finir en prison ou voire tuer. Et il va avoir autour de lui 4 compagnons assez intéressants et bien développés qui vont l'aider à cacher son secret et à se protéger. Un jeunesse très intéressant, on est loin des visuels des licornes qu'on connaît, ces licornes là sont plutôt sanguinaires et autres, mais si vous voulez en connaître un petit peu plus, je vous mets le lien juste au-dessus, je vous ai présenté ce bouquin là. Bon, cette fois-ci on passe sur complètement autre chose, j'ai pris le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Répelin aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un tome 2, dans la première histoire on suivait une jeune femme qui était donc une voleuse aguerrie et qui avait tendance à voler des objets magiques, et ce capitaine de bateau, donc pirate, qui recherchait un artefact en particulier. Elle était en possession de cet artefact, donc leur rencontre s'est faite. C'est un ennemi to lovers qui finit plutôt bien entre eux. On suit donc leur rencontre, leur querelle, la relation qui se construit au fur et à mesure puisque l'un et l'autre se protègent pour pouvoir, elle, échapper à une entité puissante qui la poursuit et lui pouvoir atteindre la carte des confins grâce à un compas magique. Et à la fin du premier tome, ça se terminait un petit peu en mode « Oh non, qu'est-ce qui se passe ensuite ?» Donc je vais découvrir la suite à travers la carte des confins. Je ne sais pas si celui-ci aura une suite ou pas, mais dès que je vous fais la lecture, de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai un update. On va voir si l'autrice a un petit peu évolué par rapport au tome 1, parce qu'il y avait des très bonnes choses dans son tome 1, et il y avait des choses qui me dérangeaient un peu plus. Je vais voir si on a toujours ce petit truc qui me dérange dans le tome 2, mais après comme je vous l'ai dit, en général quand on vous présente des bouquins ou autres, c'est l'affect personnel qui prend place et c'est pas parce que moi j'aime pas certaines choses que vous pourriez pas apprécier. Donc n'hésitez pas à lire si c'est votre genre, si vous êtes plutôt pirate et magie et un petit côté à pirate des Caraïbes, vous devriez apprécier la carte des confins.
Bon bah puisqu'on est dans les suites, j'ai pris le tome 3 de Vampiria, La Cour des Ouragans de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Donc là pareil, je vous mets un lien en haut, je vous ai présenté les 2 premiers tomes en même temps que j'ai adoré, j'aime beaucoup l'histoire. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Vampiria, on se retrouve dans notre France, à notre époque. Sauf que la Révolution française n'a jamais eu lieu, le roi Louis XIV s'est transformé en vampire et a mis en place la Magna Vampiria sur toute l'Europe, transformant les puissances en seigneurs vampires qui sont sous son commandement, et donc le peuple est sous le joug de vampires, créatures immortelles qui ravage et tue tout ce qu'elle voit la nuit. Donc la Révolution française n'a pas eu lieu, alors on se retrouve avec un temps à notre époque, mais avec une vision du passé qui est restée bloquée dans les années, donc 1700 je dirais, 1700 et quelques. Donc c'est assez intéressant, et on suit donc cette évolution avec une jeune fille qui est en quête de vengeance après la mort de ses parents, et qui se retrouve propulsée un peu malgré elle à la cour du roi Louis, qui redevient carrément un de ses chevaliers, et tout ça je vous révèle pas plus parce que cette fois-ci on continue d'avancer dans l'histoire, et si vous n'avez pas découvert, je vous invite à regarder mon update lecture sur le tome 1 et le tome 2. Bon bah vous le savez déjà, c'est pas la première fois que je vous en présente un, mais de Vampiria est sorti le tarot interdit, donc de Victor Dixon aussi. Le tarot interdit est un artefact qui existe dans les livres, qui est utilisé avec notre jeune demoiselle, qui va avoir un moment un tirage de tarot assez important qui va lui faire des révélations mais qu'elle ne connaissait pas comment décrypter, et donc quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir aux éditions donc 404 je crois, c'est ça, le tarot interdit, je me suis dit je vais pas perdre de temps et puis je vais me le prendre. J'adore tout ce qui est tarot et le tarot est vraiment juste sublime. Je vous le montre rapidement. Donc quand on ouvre la boîte, le fascicule est ainsi, et voici pour les cartes. Donc le dos des cartes est tout ainsi, et puis pour les cartes, je vais vous montrer. Voilà, on a souvent des cartes un peu hop, comme ça. Je vais essayer de vous montrer surtout ce qui sont donc les arcanes. Donc voilà, c'est vraiment, le tarot est vraiment très beau, très bien illustré et très agréable. Donc si vous êtes amateur de tarot et que vous aimez vraiment la saga Vampiria, je vous invite à vous lancer sur donc le tarot interdit. Vous allez vraiment tout apprécier, tout est juste sublime au sein de ce jeu de cartes. Et pour le prochain roman que je vais vous présenter, je vous l'ai déjà présenté en update, je vous le mets juste en haut, c'est bien sûr Les Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage, donc de Ariel Holz aux éditions Slalom. Je vous laisse admirer cette couverture qui est juste sublime. Et pour le résumé de l'histoire, on se retrouve donc au sein des Royaumes Immobiles. Ce royaume est divisé en 4 autres royaumes. 3 sont déjà régis par une reine fée, une Seid, et le 4e royaume a perdu son roi depuis des années, et à cause de ça, la magie est en train de le détruire. Elle décide donc de mettre en place un nouveau sacre pour pouvoir élire une nouvelle reine qui pourra prendre soin du royaume. Donc on va suivre notre jeune fille qui s'appelle Ivy. Elle est maudite, d'où le fait qu'elle porte un masque sur son visage, et surtout elle est la dernière héritière bâtarde du roi en question, du royaume qui n'a plus de roi. Elle va donc se présenter pour le sacre et va décider de donner son maximum pour récupérer son héritage. L'histoire est vraiment passionnante parce qu'on a une Ivy qui a vécu toujours à l'écart des cours royales et des fées de premier ordre et ce genre de choses là. Elle est assez douce, innocente, elle respecte toute vie, qu'importe d'où on vient ou comment on est né ou ce qu'on est, et ça rentre donc souvent en collision contre les cours des fées qui sont cruelles, vicieuses, pernicieuses, destructrices, manipulatrices, bref, les fées sont des vrais monstres en puissance, mais elles règnent en maître sur les royaumes immobiles, et donc Ivy a décidé de récupérer son trône pour aussi permettre de créer un royaume où l'égalité existera entre toutes les races, qui est
vivent au sein des royaumes immobiliers. Je vous invite vraiment à le lire si vous aimez tout ce qui est un petit peu héritage perdu, malédiction, survie, lutte pour le pouvoir et autres. Vous devriez vraiment apprécier La princesse sans visage. Et on termine la présentation avec une romance. Alors j'en lis très rarement, mais là comme c'était sur un couple que j'affectionne tout particulièrement, je me suis lancée dans l'histoire. Il sort un tome tous les mois, je sais pas combien de tomes il y a, je crois qu'il y en a ou 3 ou 4, mais bon pour le moment j'ai le tome 1, donc on va lire ça tranquillement et on va découvrir. Ce n'est autre que Hadès et Perséphone, tome 1, Touch of Darkness, et donc c'est une réécriture de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone moderne. On a quand même le côté mythologie grecque avec la magie, ce sont tout de même des dieux, ils ont créé un empire, ils ont les mêmes difficultés, mais leur romance va se construire au fur et à mesure des tomes et j'ai hâte de découvrir ça, voir un petit peu pour vous le présenter, mais pour le moment j'avoue ça m'a intriguée et j'ai hâte de découvrir donc ce qu'en a fait Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman pour pouvoir vous faire un petit update lecture. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec la présentation de mes craquages du mois d'avril et de mai. Il y avait moins de craquages en avril qu'en mai, je dois vous avouer, mais bon, en mai, fais ce qui te plaît. Et voilà, j'ai fait ce qui me plaît et ça m'a coûté un peu cher, mais bon, c'est un plaisir que j'apprécie, j'ai pu lire un peu et ça c'était très agréable. Bref, vous, dans tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, qu'est-ce que vous me prendriez si vous en aviez l'occasion? Quelle lecture vous tente le plus dans tout ce que je vous ai présenté? Quelle figurine pop vous avez préférée? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos coups de cœur et autres sur toute cette sélection-là. Quel prochain update lecture vous tente peut-être le plus pour qu'on fasse un petit point tous ensemble? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Et moi en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, profitez-en bien, c'est un week-end de 3 jours, c'est le moment ou jamais. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous remercie d'être toujours ici. Allez, ciao, bye bye.